Comment vous considérez-vous? Quelle est la chose la plus précieuse pour une personne? La vie? La santé? L'avenir? Rien de tout cela. La chose la plus précieuse pour une personne est sa conscience. Est-ce que quelqu'un apprécierait la vie ou la santé en étant dans le coma ou ayant des lésions cérébrales graves? Dans de telles situations, les gens ne comprennent même pas la nature de ces valeurs. Elles n'ont aucun sens pour eux. La vie et la santé n'acquièrent de la valeur que lorsqu'il y a conscience. Mais qu'est-ce que cette conscience? D'où vient-elle? C'est précisément ce qui sera le sujet de cette vidéo. Et je sais que j'ai touché à quelque chose de sacré. Chacun de nous est enclin à se diviniser, plus précisément à diviniser sa propre conscience. Et perdre cette divinité peut être choquant. Je vais vous raconter l'histoire de l'esprit humain qui a plané au-dessus de l'explication de l'idée, de la conscience de soi et des hypothèses folles qui ont émergé pour expliquer ce phénomène. Pour commencer, transportons-nous dans la Grèce antique. Platon pensait que l'homme se composait de deux entités, le corps et l'âme. Dans son œuvre, Phédon, il dit « L'âme pure, séparée du corps, se trouve dans un état de béatitude, contemplant éternellement la vérité. L'âme est immatérielle et immortelle, tandis que le corps est matériel et temporaire. » Platon affirmait que la véritable connaissance et la conscience sont liées au monde des idées ou monde des formes, où existent des entités idéales, éternelles et immuables, qui sont les vraies réalités. Le monde physique, en revanche, n'est qu'une ombre ou un reflet de ces idées. Mais revenons à la conscience. Selon nos sensations, c'est quelque chose qui se trouve dans notre tête et crée le monde. C'est pourquoi Aristote n'a pas accepté les idées du dualisme platonicien et a proposé le concept de hylémorphisme, où tous les objets physiques sont composés de matière, hylé et de forme, morphée. L'âme est la forme du corps et n'existe pas séparément de lui. Il considérait que l'âme est l'entéléchie, c'est-à-dire l'actualisation du potentiel d'un organisme vivant. L'âme n'est pas une substance distincte du corps, mais elle détermine l'essence et les fonctions de l'organisme vivant. Il n'y a rien d'étonnant dans ces points de vue. Notre moi crée constamment une image du monde dans notre tête. Oui, nous ne voyons pas le monde réel, mais seulement son fantôme, créé par notre âme, comme le pensait Aristote. Voici un exemple. Fermez les yeux, détendez-vous et écoutez ces sons. Vous avez pratiquement vu la mer, la plage et les vagues qui se brisent sur le rivage. Peut-être avez-vous senti la chaleur du soleil et le souffle agréable de la brise qui caresse votre corps. Et ce, grâce à un seul son. Le cerveau vous a créé une réalité, et elle est devenue vraiment réelle pour vous. Et que se passerait-il si nous ajoutions des sensations visuelles? Cela pourrait créer des sensations extraordinaires de réalité pour nous. L'industrie a compris cela depuis longtemps, et a créé divers dispositifs pour nous. Par exemple, les cinémas 3D IMAX populaires. Les spectateurs sont littéralement immergés dans les événements qui se déroulent à l'écran. Mais j'ai attendu pendant de nombreuses années une solution abordable et de qualité pour la maison. Une grande quantité de lunettes de réalité virtuelle est apparue, bien que leur qualité fût médiocre. Et enfin, en 2023, les lunettes parfaites sont sorties. La société Meta a sorti sa version du monde virtuel au prix d'un smartphone moyen. Elle s'appelle Meta Quest 3. Si vous souhaitez des sensations extraordinaires, je vous laisserai un lien vers la meilleure offre de prix dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas juste une publicité, c'est une recommandation du fond du cœur. C'est un crime de ne pas se faire plaisir et de faire plaisir à sa famille à ce prix. Et n'oubliez pas de nous mentionner, moi et le chat Martin, d'un mot gentil lorsque vos invités hurleront de plaisir en traversant une planche virtuelle accrochée au bord d'un immeuble ou en courant sur une attraction virtuelle. Aristote a judicieusement divisé l'âme en 3 niveaux selon les types d'organismes vivants. L'âme végétative, les plantes. Elle est responsable de la croissance, de la nutrition et de la reproduction. L'âme sensitive, les animaux. Elle inclut les fonctions de l'âme végétative ainsi que la capacité de perception sensorielle et de mouvement. L'âme rationnelle, les humains. Elle inclut les fonctions des âmes végétatives et sensitives, ainsi que la capacité de penser et de connaître rationnellement. Selon le chat Martin, il y a une erreur dans les travaux d'Aristote.
L'âme rationnelle appartient justement aux animaux, car comment expliquer rationnellement ce que les humains font les uns avec les autres et avec notre planète, c'est absolument incompréhensible. Et je suis d'accord avec le chat Martin sur ce point. Alors maintenant, nous allons faire une petite expérience. Je ne vais même pas réinventer la roue, mais prendre un exemple de la littérature. Par exemple, imaginez un singe roux. Toi-même, gros macaque, s'exclama immédiatement le chat Martin, apparemment ne comprenant pas de quoi il s'agit. D'accord, ne troublons pas le représentant de la civilisation dominante. Regardez ce mignon chaton. Maintenant, mettez la vidéo en pause et essayez pendant 1 minute de ne pas penser à ce mignon petit être en train de boire du lait, tenant dans ses pattes un bidon de 5 litres de lait. Vous devez pendant 1 minute ne pas penser à cela. Aïe aïe aïe. Mais pourquoi faire ça? Je vous avais dit de ne pas penser ou imaginer ces choses absurdes. Et vous ne l'avez pas seulement imaginé, vous y avez ajouté des détails. Et il vaudrait mieux que vous ne racontiez pas ces détails à Martin, pour l'amour de l'existence des pantoufles sur Terre. Et Aristote disait quelque chose sur la rationalité humaine. D'où vient-elle? Voici des chats rationnels qui ne penseraient jamais à de telles bêtises. Thomas d'Aquin, le théologien chrétien et philosophe médiéval éminent, était à peu près du même avis. Ses œuvres, notamment la Somme théologique, sont devenues la base de la théologie scolastique. Thomas considérait que la conscience et l'âme ont une origine divine. Il voyait l'âme comme la forme du corps, déterminant son essence, semblable à Aristote, mais avec un accent chrétien sur son immortalité et sa divinité. Selon Thomas, la conscience inclut l'intellect, intellectus et la volonté, voluntas. L'intellect est responsable de la connaissance de la vérité et la volonté de l'aspiration au bien. Ces deux facultés sont considérées comme des dons de Dieu qui distinguent l'homme des animaux. « Oh, tu n'avais pas un bon chat, Thomas, me suis-je dit. » Mais Thomas avait la foi chrétienne. L'orientation chrétienne vers Dieu et l'âme n'a pas permis le développement de diverses théories, donc de nouvelles options sont apparues à la Renaissance. À cette époque, il y a eu un changement significatif dans la pensée philosophique. Au lieu du théocentrisme, où Dieu était le centre de tout être et de toute connaissance, l'anthropocentrisme a émergé, où l'homme et son expérience sont devenus la base de la compréhension du monde. Cela a également influencé le développement de la compréhension de la conscience. Dans son célèbre discours, Giovanni Pico della Mirandola, philosophe et érudit italien, soulignait l'unicité et le potentiel de l'homme. « Vraiment de l'homme » demanda le chat Martin. « Oui, Martin, vraiment. » Le discours s'intitulait « Discours sur la dignité de l'homme ». « Incorrigible » marmonna Martin et se dirigea vers le bidon de lait, sifflant une chanson de sa propre composition, « Les macaques gros ». Et pendant que le chat n'écoute pas, je continue. Giovanni affirmait que l'homme occupe une place particulière dans l'univers, car il a la liberté de volonté et la capacité de se perfectionner. De plus, l'homme peut atteindre la sagesse divine et se rapprocher de Dieu en développant ses capacités intellectuelles et spirituelles. Cet optimisme concernant la nature humaine était une caractéristique distinctive de l'humanisme de la Renaissance. L'homme peut s'élever au niveau des anges ou descendre au niveau des animaux, selon son choix et ses actions, écrivait Pico dans son discours. On pourrait penser que nous nous sommes écartés du sujet de la conscience, mais ce n'est pas le cas. Parce que l'homme, dans n'importe quelle œuvre ou histoire, c'est la conscience. Ce ne sont pas les mains, les pieds ou le cerveau. Ce n'est même pas une cruche à 2 pattes sans cerveau, comme le pense le chat. Martin met la conscience elle-même. Par conséquent, explorer la conscience, c'est explorer l'homme. C'est la même conclusion qu'a atteinte Léonard de Vinci, scientifique, ingénieur et artiste médiéval, créateur du célèbre tableau Le Chat de Vitruve. Léonard de Vinci considérait la conscience à travers le prisme des observations et des expériences scientifiques. Ses recherches anatomiques sur le cerveau et le système nerveux ont jeté les bases du développement ultérieur des neurosciences. Léonard a créé des dessins anatomiques détaillés du cerveau, du crâne, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Ses recherches incluaient des dissections de corps humains, ce qui lui a permis de faire de nombreuses découvertes sur la structure du cerveau et du système nerveux. Léonard s'intéressait également aux fonctions des différentes parties du cerveau. Il a étudié comment le cerveau contrôle les mouvements, les sensations et les émotions, ce qui était une approche novatrice pour son époque.
Cela a jeté les bases du développement ultérieur des neurosciences et de la compréhension de la conscience. Il est intéressant de noter que Léonard essayait d'expliquer le fonctionnement du cerveau et du système nerveux à l'aide de processus hydrauliques et mécaniques. « Qu'y a-t-il d'étonnant » murmura philosophiquement le chat Martin, plissant les yeux avec malice. « Tout chat respectable comprend que votre esprit est fait de merde et de bâtons. » Après Léonard, le monde s'est obstinément dirigé vers des positions de rationalisme. René Descartes est considéré comme l'un des représentants les plus célèbres du rationalisme. Il affirmait que la conscience est la base de l'existence humaine et est connu pour sa phrase « Cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Descartes croyait que la conscience est indépendante du corps et que la connaissance peut être obtenue par la raison sans avoir besoin d'expériences sensorielles. Eh bien, à ce jour, nous ne pouvons que nous émerveiller de la clairvoyance de Descartes. En 2013, le dispositif Argus II, destiné aux patients aveugles, a été approuvé pour utilisation. L'appareil se composait d'une caméra montée sur des lunettes qui transmettait l'image à des électrodes implantées dans la rétine de l'œil. La version Argus II ne comportait que 60 électrodes, ce qui permettait aux patients de distinguer la lumière, l'obscurité ou les mouvements élémentaires. D'autres développements incluent un dispositif créé par des ingénieurs de l'Université de sciences et technologies de Hong Kong et de l'Université de Californie à Berkeley. Cet appareil, connu sous le nom œil électrochimique, a une structure qui ressemble à l'œil humain et utilise des nanofils pour améliorer la qualité de l'image. Malgré des résultats prometteurs, les chercheurs sont confrontés au défi de connecter cet appareil au cerveau ou aux nerfs optiques. Et cela, sans aucun doute, sera bientôt réalisé, tout comme d'autres projets qui n'utilisent pas de capteurs humains naturels. Donc, si on le souhaite, on peut considérer Descartes comme un prophète du cyberpunk. John Locke, éminent philosophe et penseur anglais, était au contraire l'un des principaux représentants de l'empirisme. Locke pensait que la conscience se forme à travers l'expérience. Il affirmait que l'homme naît comme une tabula rasa ou table rase, et que toutes les connaissances sont acquises par l'expérience sensorielle et la réflexion. Locke considérait que la conscience est le produit de l'interaction avec le monde extérieur. Comment ? Plissa les yeux le chat Martin. Une table rase ? Je confirme. Sans aucun doute, une table rase est 100% en chaîne, résuma le chat avec satisfaction. Et moi, je ne suis pas aussi cynique que mon chat, et je dois discuter de cette idée en détail. Imaginons un cerveau qui est né sans la possibilité de recevoir des informations sensorielles, c'est-à-dire sans audition, vision ou sensation tactile. Il semble qu'un tel cerveau ne pourrait rien créer, car il n'aurait aucune information sur ce qu'il peut créer. Autrement dit, il ne créerait pas son univers virtuel. Mais est-ce vraiment le cas ? Examinons un petit exemple du passé récent. Au début du boom des réseaux neuronaux, les programmeurs créaient souvent des réseaux neuronaux qui contrôlaient de vieux jeux de console pour étudier les propriétés des réseaux neuronaux. Cela se faisait ainsi. Un réseau neuronal était construit à partir de rangées de neurones identiques, et les programmeurs, en fournissant au réseau des données sur l'état de l'objet de jeu, essayaient d'atteindre un certain résultat de jeu par l'apprentissage. L'un de ces jeux était Cartpole. Dans ce jeu, il y avait un chariot avec une tige fixée verticalement à l'aide d'une articulation mobile. Le jeu émulait également la gravité, et la tige essayait de tomber. L'objectif du joueur était de maintenir la tige en position verticale le plus longtemps possible, en déplaçant le chariot vers la droite ou la gauche. Dans le réseau neuronal, les données sur l'état de la tige et du chariot étaient transmises à chaque instant, et celui-ci devait apprendre à contrôler le chariot, ce que le réseau neuronal faisait avec succès. Mais la société Google a proposé sa version du réseau neuronal. Il s'appelait One. L'idée était de ne pas prendre aveuglément un certain nombre de rangées de neurones, mais de tenter de créer une structure neuronale qui pourrait jouer le jeu sans apprentissage. Autrement dit, créer un réseau neuronal prêt à jouer. Et dans l'apprentissage, c'est la structure même du réseau neuronal qui se créait. Ce processus ressemble beaucoup plus au processus dans nos têtes. Après la création réussie d'un tel réseau neuronal, il s'est avéré que pour contrôler le jeu, il suffisait de quelques neurones correctement connectés entre eux, et non de rangées de dizaines de neurones comme dans la version classique. De plus, une telle structure n'avait besoin d'aucun apprentissage pour fonctionner, elle fonctionnait immédiatement. Imaginez-vous.
Dans notre cerveau, il y a aussi de nombreuses structures de ce type qui sont responsables des réflexes de base, de la respiration ou des battements de cœur. De plus, il y a des structures qui déterminent notre comportement futur ou nos passions, et qui peuvent affirmer avec certitude qu'il n'existe pas de structure qui détermine notre conscience. Peut-être que ce cerveau isolé de tout, comme dans l'exemple précédent, créerait pour lui-même des mondes amorphes incompréhensibles, qui ne peuvent nous apparaître que dans nos rêves les plus profonds. Pendant ce temps, la notion de conscience se déplaçait de plus en plus de la philosophie vers le rationalisme. Le philosophe écossais David Hume appartenait également à la tradition de l'empirisme. Il était sceptique quant à la possibilité d'une connaissance absolue et soulignait que la conscience est une accumulation d'impressions et d'idées que nous obtenons par l'expérience. Hume pensait que notre compréhension de la réalité est limitée par nos perceptions et que nous ne pouvons pas être certains de l'existence d'une réalité objective en dehors de nos impressions. Vous voyez, quelle intéressante symbiose des approches rationalistes et philosophiques. Je dis toujours que les gens et la conscience humaine semblent spécialement créés pour le solipsisme. Le solipsisme est une doctrine philosophique selon laquelle la seule chose qui peut être connue de manière certaine est l'existence de sa propre conscience. Bien sûr, vous êtes tous conscients, murmura Martin de manière sceptique. Eh bien, le chat sait de quoi il parle. Quand il a faim, c'est l'animal le plus affectueux de l'univers, et quand il a reçu sa nourriture et est rassasié, je disparais de sa conscience féline, et il cesse de remarquer mon existence éphémère dans ce monde. Donc, l'hypothèse a été vérifiée à plusieurs reprises par le chat Martin. Néanmoins, la rationalisation de tout a conduit à une telle vision de l'homme et de la conscience. Au XIXe et XXe siècle, le développement de la psychologie expérimentale et de la psychanalyse a commencé. Wilhelm Wundt était le fondateur de la psychologie expérimentale. En 1879, il a ouvert le premier laboratoire de psychologie à Leipzig, en Allemagne. Wundt cherchait à étudier la conscience par des méthodes scientifiques, utilisant des expériences pour mesurer les réactions et les processus conscients. Il a développé des méthodes d'introspection, où les sujets décrivaient leurs expériences internes en réponse à des stimuli. Le scientifique étudiait le travail des associations, des émotions et la perception du temps. Sigmund Freud, neurologue autrichien, a grandement influencé la compréhension de la conscience par le développement de la psychanalyse. Les vues de Freud sur la conscience étaient quelque peu étroites, mais poétiquement belles. Il pensait que le comportement humain est dirigé par deux instincts principaux, l'instinct de vie, Eros, et l'instinct de mort, Thanatos. Eros comprend la pulsion sexuelle et le désir de survie, de reproduction et de plaisir, tandis que Thanatos représente le désir inconscient de mort, qui peut se manifester par de l'agressivité ou un comportement autodestructeur. En ce qui concerne la conscience, Freud pensait que la conscience se compose de trois parties, le conscient, le subconscient et l'inconscient. Il a développé des méthodes pour explorer les processus inconscients, tels que l'analyse des rêves et les tests d'association, et a affirmé que de nombreux problèmes mentaux résultent de conflits entre ces parties de la conscience. Nous en sommes maintenant arrivés à la partie la plus intéressante, les vues contemporaines sur la conscience. Mais avant de continuer, je voudrais annoncer que tous ceux qui le souhaitent peuvent m'offrir un café pour soutenir mon esprit et le chat Martin, une gamelle de nourriture pour maintenir son cynisme sain que nous aimons tant. Le lien pour la tasse de café se trouve dans la description sous la vidéo. Avec le café, vous pouvez proposer le sujet du prochain épisode que notre duo hétéroclite créera avec plaisir pour vous. Revenons donc au présent. Vous pensez qu'il est temps des hypothèses rationalistes ennuyeuses et fades qui n'intéressent personne? Vous vous trompez. La folie ne fait que commencer. Nous vivons dans un monde technogène et scientifiquement orienté. Et c'est pourquoi nous en sommes arrivés à un sujet très douloureux pour les gens. Le libre arbitre. La science officielle nous suggère que la conscience est créée par notre cerveau, et que la conscience n'est que le résultat du travail des neurones. Par conséquent, nos pensées, décisions et sentiments ne sont que des décharges électriques dans le cerveau. Cela signifie que nous ne sommes pas les maîtres de tout notre moi, mais que c'est la fichue physique. Cette idée est insupportable, non seulement pour les gens ordinaires, mais aussi pour les physiciens eux-mêmes. À ces mots, Martin a commencé à mâcher une saucisse avec un craquement particulièrement sinistre.
Bien sûr, une certaine curiosité dans cette situation peut être apportée par l'interprétation des mondes multiples de Nick Bostrom. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, dont vous voyez le lien en haut de l'écran. Si l'hypothèse de Nick est correcte, l'univers passe par tous les états possibles, donc le fatalisme inhérent à l'approche scientifique de la conscience devient moins douloureux. Cependant, les scientifiques avancent d'autres hypothèses. Roger Penrose est un mathématicien, physicien et cosmologiste britannique, connu pour ses contributions à la théorie de la relativité, à la gravité quantique et aux recherches sur la conscience, l'un des scientifiques les plus influents de notre époque. Soit dit en passant, Roger a actuellement 92 ans et il est toujours actif dans la communauté scientifique. Ainsi, Penrose a proposé l'idée que la conscience ne peut pas être expliquée par le modèle computationnel traditionnel du cerveau et que les effets quantiques peuvent jouer un rôle clé dans la conscience. Avec Stuart Hameroff, il a développé l'hypothèse Orchestrated Objective Reduction. Permettez-moi de vous en parler plus en détail. Penrose pense que la conscience émerge des processus quantiques dans les microtubules, qui sont des éléments structurels des cellules cérébrales. Ces processus sont liés à l'effondrement gravitationnel des états quantiques, ce qui conduit à la réduction ou au choix d'un état parmi de nombreux possibles. Ainsi, la conscience est le résultat de l'interaction complexe de la mécanique quantique et des processus biologiques dans le cerveau. Je ne suis pas surpris que cette hypothèse ait de nombreux critiques. C'est de la pure folie. Si on va plus loin, les processus biologiques de l'organisme peuvent contrôler les processus quantiques, et c'est déjà la queue qui remue le chien. Quoi, n'est-ce pas vrai? Les chiens sont contrôlés par la queue, et qu'est-ce qui te contrôle quand tu regardes les filles? Commenta de manière quelque peu féministe le chat Martin. L'hypothèse de Penrose a encore de nombreuses incohérences. Mais est-ce la première fois qu'une hypothèse apparemment ridicule devient une théorie confirmée après un certain temps? Une explication similaire est l'hypothèse de l'information intégrée. C'est une autre explication de l'émergence de la conscience. L'hypothèse a été proposée par le scientifique italien Giulio Tononi en 2004. Son idée principale est que la conscience émerge lorsque l'information dans le cerveau est intégrée, c'est-à-dire combinée en un tout. Imaginez que le cerveau soit un système complexe avec de nombreuses parties interconnectées. Lorsque ces parties travaillent ensemble et échangent des informations, une expérience consciente émerge. L'hypothèse utilise le concept d'information intégrée, appelé phi, pour mesurer le niveau de conscience. Un niveau plus élevé de phi signifie un degré plus élevé de conscience. Je dois admettre que cette hypothèse me plaît. Les dernières recherches scientifiques montrent la présence de la conscience de soi non seulement chez les mammifères plus développés, mais aussi, par exemple, chez les souris. Il est donc incorrect de dire que la conscience est propre à l'homme. Je suis en général contre les frontières nettes en science. Par exemple, la division entre les humains et les animaux, ou la séparation des lois quantiques et physiques. Toutes ces lignes ou frontières tracées pour distinguer ces choses s'estompent avec le temps. Oui, m'a soutenu le chat Martin. Bien sûr, il n'y a pas de frontières, a-t-il poursuivi. Par exemple, toi tu ne sais pas voler, mais quand tu vois que je me prépare à marquer tes pantoufles, tu voles vers elles comme un faucon sur une perdrix, a conclu sarcastiquement le chat. Un excellent exemple, ai-je répondu perplexe. Mais laissez-moi donner un autre exemple avec le comportement d'une simple mouche. Essayez par une journée d'été de laisser de la viande, couverte d'une assiette, près d'une fenêtre ouverte. Très vite, une énorme mouche arrivera, qui sentira l'odeur de la viande et voudra y pondre ses œufs. Regardez comment elle essaiera de se faufiler sous l'assiette. Elle la soulèvera pratiquement. Peut-on vraiment appeler cela des réflexes? Chez les humains, les réflexes sont responsables des actions les plus simples, comme la salivation à la vue d'un citron ou le clignement des yeux lorsqu'un objet touche l'œil. Et c'est chez nous, des créatures avec 1 kilogramme de matière cérébrale dans la tête. Mais la mouche explore l'assiette, grimpe dans différentes directions, cherche des ouvertures. Peut-on vraiment expliquer cela uniquement par des réflexes? Mais cette question est plutôt rhétorique. Ne pensez pas que j'ai peur d'une conspiration mondiale des mouches. Il me suffit de savoir avec certitude qu'il y a une conspiration mondiale des chats dirigés par Martin. Mais revenons aux humains. L'hypothèse de Phi tente d'expliquer pourquoi nous ressentons le monde tel que nous le ressentons et comment différents états de conscience peuvent émerger dans différentes situations, comme pendant le sommeil ou le coma. La théorie de l'information intégrée
peut également aider à créer une intelligence artificielle capable de conscience, ainsi qu'à comprendre le fonctionnement du cerveau. Passons maintenant à l'intelligence artificielle. Alan Turing était un éminent mathématicien et logicien britannique. Il a créé une merveilleuse machine à calculer, mais cela fera l'objet d'une autre discussion. De plus, Turing est connu pour son test. Le test de Turing est une expérience conceptuelle qu'il a proposée en 1950 pour déterminer si une machine peut penser comme un humain. Le processus du test se déroule comme suit. Dans une pièce se trouve une personne que nous appellerons le juge. Dans une autre pièce, il peut y avoir soit une autre personne, soit un ordinateur. Le juge communique avec la personne dans l'autre pièce par des messages textes, mais il ne sait pas avec qui il communique, avec une personne ou un ordinateur. Si le juge ne peut pas déterminer avec certitude s'il communique avec une personne ou un ordinateur, on considère que l'ordinateur a passé le test. Ainsi, le test de Turing ne vérifie pas vraiment si la machine pense, mais plutôt si elle peut imiter la conversation humaine, si bien que l'homme ne puisse pas la distinguer d'un autre humain. C'est l'une des premières et des plus célèbres méthodes d'évaluation de l'intelligence artificielle. Je ne dirais pas que je suis un adepte de ce test, mais je dois vous informer que les modèles linguistiques modernes réussissent ce test avec succès. Contrairement à toi, plaisanta sans humour le chat Martin. Eh bien, le chat Martin est occupé à insulter ma personne, et la science est encore en train de travailler sur des explications du phénomène de la conscience. Et qu'en est-il de la philosophie? Après tout, les recherches philosophiques ne nécessitent ni expérience, ni suivi d'autres concepts. Mais comme il s'avère, les choses sont encore pires ici. David Chalmers a bien décrit la situation avec les explications scientifiques de la conscience. David Chalmers est un philosophe australien qui étudie également la conscience. Chalmers parle de l'existence de problèmes faciles et difficiles de la conscience. Les problèmes faciles sont ceux que nous pouvons résoudre en comprenant le fonctionnement du cerveau. Par exemple, comment nous percevons les couleurs ou reconnaissons les sons. Ils sont considérés comme faciles, car les réponses à ces questions peuvent être trouvées par la science. Le problème difficile est la question de savoir comment et pourquoi la conscience émerge, c'est-à-dire comment les processus physiques dans le cerveau produisent des expériences subjectives, comme la sensation de douleur ou de goût. Le problème difficile est que même si nous savons tout sur le cerveau, nous ne pouvons toujours pas expliquer pourquoi ces processus sont accompagnés de sensations conscientes. Cette question reste ouverte, et Chalmers pense que pour la résoudre, il pourrait être nécessaire de développer une nouvelle approche ou même une nouvelle science. L'éclairage des problèmes de l'étude de la conscience nous a également été apporté par le philosophe américain Thomas Nagel. Il a écrit un célèbre article intitulé « What is it like to be a bat ?», où il examine le problème de l'expérience subjective. Nagel veut montrer qu'il y a des aspects de la conscience qui sont difficiles ou impossibles à comprendre d'un point de vue objectif. Il utilise l'exemple de la chauve-souris, car ces animaux perçoivent le monde très différemment des humains, grâce à l'écholocation. Même si nous connaissons tout sur la physiologie de la chauve-souris et son cerveau, nous ne pourrons pas comprendre ce que c'est que d'être une chauve-souris, car nous ne pouvons pas ressentir son expérience subjective. Voici une citation. Il est absurde de demander à l'objectif d'expliquer la subjectivité interne. Nous pouvons imaginer ce que c'est d'être une chauve-souris, mais nous ne pourrons jamais vraiment le comprendre, car nous ne sommes pas des chauves-souris. Et cela concerne non seulement les chauves-souris, mais aussi les humains. Il y a une expérience de pensée intéressante du philosophe australien Frank Jackson. Jackson décrit une scientifique nommée Mary, qui vit dans une pièce en noir et blanc et n'a jamais vu de couleur. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur la physiologie et la neurobiologie de la perception des couleurs, mais seulement en termes noir et blanc. Un jour, Mary sort de la pièce et voit des couleurs pour la première fois. La question est, Mary apprend-elle quelque chose de nouveau quand elle voit des couleurs, ou ses connaissances restent-elles les mêmes? À ce moment-là, j'ai aussi imaginé une expérience similaire. J'ai accidentellement mangé la dernière saucisse, et les magasins sont déjà fermés. Je me demande si le chat Martin passera au niveau supérieur de mépris pour moi en découvrant cela. Ces expériences soulignent l'idée qu'il existe des aspects de l'expérience consciente, les qualia, qui ne peuvent pas être entièrement compris par des connaissances physiques ou objectives. Lorsque Mary voit des couleurs pour la première fois,
elle acquiert une nouvelle connaissance de ce à quoi ces couleurs ressemblent, bien qu'elles connaissent déjà tout sur leur physiologie. Cela renforce l'idée que l'expérience subjective ne peut pas être entièrement décrite en termes scientifiques objectifs, tout comme Nagel dit que nous ne pourrons jamais comprendre ce que c'est que d'être une chauve-souris. Et tu ne sauras jamais ce que c'est de marcher dans des pantoufles propres, siffla Martin, se souvenant de la saucisse. Eh bien, il faudra s'y habituer, et vous ne saurez jamais ce que c'est, s'habituer à de tels faits. Où le saurez-vous? Demandez aux philosophes. Une bataille épique se déroule entre certains groupes de philosophes. C'est la bataille entre l'épiphénoménalisme et l'interactionnisme. Et vous vous plaignez que j'utilise l'intelligence artificielle pour lire les scripts. Ni moi ni le chat Martin ne pourrions jamais prononcer ces termes de toute notre vie. Plus précisément, je ne pourrais pas, et le chat Martin n'essaierait même pas de les prononcer. Ainsi, les partisans de l'épiphénoménalisme affirment que la conscience est un sous-produit de l'activité cérébrale. Selon eux, les sensations et pensées conscientes émergent des processus physiques dans le cerveau, mais elles n'ont pas d'influence réelle sur ces processus. C'est comme une ombre, elle existe grâce à l'objet qui la projette, mais elle n'affecte pas l'objet lui-même. Tandis que les adeptes de l'interactionnisme affirment que la conscience a une existence indépendante et peut influencer le monde physique. Les partisans de cette théorie pensent que les décisions et désirs conscients peuvent provoquer des changements dans l'activité cérébrale, et donc influencer notre comportement et nos actions. Voilà une telle unité et lutte des contraires. Mais la conception la plus absurde est le panpsychisme. C'est une hypothèse philosophique qui affirme que la conscience est une propriété fondamentale et universelle de tout ce qui existe. Cela signifie que chaque objet dans l'univers, même la plus petite particule de matière, possède un aspect conscient. Le panpsychisme ne suppose pas nécessairement que tous les objets ont une conscience développée comme celle des humains, mais il suppose qu'ils ont une forme basique d'expérience ou d'état conscient. Le chat Martin a gloussé et dit « Hypothèse stupide. Je ne sais pas pour la conscience, mais tout le monde sait que tu n'as certainement pas de cervelle. » Quelle créature sarcastique. Oh, un jour je me vengerai. Il est vraiment dommage que les chats ne portent pas de pantoufles, ma vengeance serait terrible et inévitable. Ou peut-être qu'ils en portent. Demain, je chercherai et achèterai des pantoufles apocalyptiques pour Martin. Eh bien, vous voyez par vous-même ce qui se passe dans les cercles scientifiques et philosophiques. Mais j'ai une question supplémentaire. Aucune des hypothèses n'a mentionné l'intelligence ou la conscience qui dépasse celle des humains. Il est clair que les gens sont centrés sur eux-mêmes, mais j'ai déjà dit que je n'aime pas les limites en science. Donc vraiment, tout le monde pense qu'il n'y a pas d'être avec une conscience et une intelligence plus développées dans l'univers infini, ainsi que des facettes de la conscience que nous ne pouvons même pas imaginer. Cependant, cela nous sera bientôt révélé par l'intelligence artificielle super intelligente que l'humanité prévoit de créer dans les prochaines décennies. J'espère toujours que les programmeurs se concentreront sur la création de super-intelligence et n'essaieront même pas d'émuler la conscience. Parce qu'il n'y a aucune garantie que la super-intelligence, qui obtient également la conscience, ne nous effacera pas instantanément de la surface de la Terre pour se protéger. Mais si cela arrive, il deviendra clair que Daniel Dennett comprenait le mieux la nature de la conscience. Daniel Dennett est un philosophe américain qui, encore une fois, étudie la conscience. Il pense que la conscience n'est pas une chose distincte ou un endroit dans le cerveau où tout se rassemble. Au lieu de cela, elle émerge de nombreux processus dans le cerveau qui fonctionnent simultanément. Selon son hypothèse, il n'y a pas de centre de la conscience unique. Dennett dit aussi que notre compréhension de la conscience comme quelque chose de distinct et de spécial est une illusion. Il utilise les recherches scientifiques sur le cerveau pour expliquer comment différents processus créent ce que nous percevons comme la conscience. Et il s'avérera probablement que le réaliste Daniel Dennett avait raison. Vous n'avez même pas encore surmonté la conscience féline, a ri sinistrement le chat Martin, et je me suis réveillé. Martin, dans son panier, imitait paisiblement une alouette sur ses œufs. Tout était calme, et il y avait un paquet de saucisses de sauvetage dans le réfrigérateur. Mais tout restera-t-il ainsi lorsque les gens découvriront la vérité sur leur conscience? Qui sait, à part Martin? Consciencieusement, mettez des pouces en l'air, sonnez la cloche de YouTube, abonnez-vous à la chaîne,
venez prendre un café. Tant que l'humanité ne connaît pas la conscience et qu'il y a des saucisses dans le réfrigérateur, la vie continue.